Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Luis Rodolfo Abinader, le 54e président dominicain, a été investi ce dimanche 16 août. Âgé de 53 ans, le nouveau chef d'État a prêté serment devant l'Assemblée nationale. Le président Jovenel Moïse a rencontré à Santo Domingo le secrétaire d'État américain. Au cours de ce bref entretien, le chef de la diplomatie américaine a réitéré l'appui de son pays à l'organisation des prochaines élections législatives haïtiennes. Signature ce lundi de plusieurs accords de coopération entre le chef de la diplomatie haïtienne, Claude Joseph, et le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Mevlut Cavusoglu, qui a effectué une visite en Haïti. La République dominicaine a un nouveau président. Le pays a vécu une journée historique dimanche avec la prestation de serment du nouveau président Luis Abinader. Un nouveau chef d'État qui a voulu d'entrée inscrire sa présidence sous le signe de la lutte contre la corruption et l'impunité. Par ailleurs, Luis Abinader a également mentionné les relations avec Haïti dans son discours d'investiture. Suivez les explications de notre correspondant permanent en République dominicaine, Jean-Michel Carrois. C'est une journée historique pour la République dominicaine qu'on a vécue hier. Et je pense et j'espère que ce sera une journée historique pour l'île et pour la région. C'est un changement important donc de parti et j'espère, de mode de gouvernance. En tout cas, le nouveau président Luis Abinader a insisté durant son discours, le point le plus important de son discours, je dirais, c'est la nécessité d'une lutte contre l'impunité et contre la corruption, a-t-il dit, la corruption passée et l'éventuelle corruption future. Il a mis en garde donc ses futurs ministres, ses collaborateurs, en disant que les actes de corruption ne seraient pas acceptés. Et pour insister sur ce point, il a immédiatement, dès qu'il est arrivé au palais présidentiel, donc déjà en fonction, il a nommé deux femmes, Myriam Herman et Yeni Berenice, comme procureurs et procureures adjointes, deux femmes qui sont réputées en République dominicaine, deux magistrates réputés pour leur fermeté et leur indépendance. Et Luis Abinader, qui donc les a reçues au palais, leur a dit qu'elles seraient totalement indépendantes pour lutter contre la corruption et contre l'impunité. Corruption et impunité qui se sont beaucoup développées durant le règne du Parti de la Libération dominicaine, le gouvernement du président sortant Danilo Medina, et contre cette corruption et cette impunité. Donc une grande partie des Dominicains se sont levés, ont d'abord manifesté pendant plusieurs années et ont voté contre le PLD, contre Danilo Medina, en grande partie à cause de ces actes de corruption non sanctionnés. Alors, il y avait le président de Guinée-Bissau, pour des raisons un peu étranges, il était là. Il y avait, oui, une personne qui est importante, c'était la ministre des Relations extérieures espagnole, qui était là et qui d'ailleurs s'est entretenue avec le président haïtien Jovenel Moïse. Et puis les autres, on avait annoncé le président du Honduras, mais qui s'est décommandé au dernier moment à cause de la pandémie. En fait, comme vous le savez, cette prestation de serment, cette cérémonie s'est déroulée dans des circonstances très particulières à cause de la pandémie. Et donc, les invités, les personnalités étrangères étaient peu nombreuses à cause du fait que peu de dirigeants étrangers se déplacent en ce moment. Comme vous le savez, on utilise beaucoup les webinars, comme on dit aujourd'hui, pour faire y compris des réunions internationales. Donc là, ça a été le cas. Il y a eu très peu de déplacements, à part le président haïtien et le secrétaire d'État Mike Pompeo. Alors c'était important. Je crois que les États-Unis, en envoyant
le secrétaire d'État Pompeo, malgré cette crise avec l'Iran, malgré la situation internationale tendue et malgré le fait que les élections américaines s'approchent, c'était une volonté des États-Unis, de Washington, de montrer que la République dominicaine est un pays important pour les États-Unis dans la région. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Mike Pompeo, aussi bien à Danilo Medina, au président sortant avec qui il s'est réuni, qu'au nouveau président Luis Abinader, avec qui il a eu également une longue réunion, et il a eu quelques mots également avec le président haïtien Jovenel Moïse. L'économiste Kessner Farrell salue la transition politique douce qui vient de s'opérer en République dominicaine, estimant que les responsables dominicains font la preuve qu'ils ont conscience de l'influence de la stabilité politique sur l'économie. Selon lui, l'arrivée au pouvoir d'un leader neuf à Santo Domingo est une opportunité pour Haïti de changer la donne dans les échanges entre les deux pays. Suivez ces explications. Voilà l'importance d'une transition douce, pas simplement de bulletin de vote là, non, mais comment rapidité, ça qui est important pour les Dominicains. Et l'installation, ils font engagement éthique. Parce qu'ils décrètent une guerre farouche contre la corruption, parce que le pays a retrouvé une situation extrêmement difficile contre la corruption. Le capable de faire type de transition, ça, et que Haïti a supposé apprendre. Nous avons dit que ça président a apprendre, le président simplement a regardé les leaders politiques, économiques et sociaux dans ce pays pour nous comprendre comment les Dominicains montrer le monde, la mi-temps coronavirus, parce qu'on connaît le principal foyer dans le Caraïbe, c'est la République dominicaine, il y a rapproché près de 1500 morts là. Il a franchi un cap important en quantité de cas, mais il est arrivé à montrer maturité politique comme ça, parce que politique n'est pas joué avec. C'est un bail extrêmement important. Lorsque qu'on y a M. arrivé dans le discours là, dans la relation internationale, certainement, les États-Unis, c'est lui qui déclare, c'est le principal partenaire commercial. Il faut ne pas oublier que la Chine actuellement en République dominicaine, comme un capable de dire acteur qui est extrêmement important pour eux, mais ne pas citer dans la Chine dans le discours. Les États-Unis d'abord, l'Espagne, bien sûr, rapport de colonisation qui gagne, donc il y a une bonne relation avec l'Espagne, donc l'Union européenne, qui vient atterrir sur Haïti, je ne sais pas que nous avons besoin de retourner sur Haïti. Ça me t'a ajouté simplement, il ne faut pas quitter ça dans les leaders politiques. Il faut que les leaders économiques, les leaders sociaux entrent pour engager pour la décennie 2020-2030. Il faut engager de nouvelles relations avec la République dominicaine. Et point important, c'est que dans ces deux bords que PLD fait, et PLD pas bien sorti là One Bosch qui était une grosse relation entre petits pour prendre ça en belle image dans le pays d'Haïti comme monde qui était proche de la gauche haïtienne et bien nous qui comme monsieur Teba avec Balaguer lorsque pour être éliminé au monde pour Peña Gomez tout détail ça tout aussi important mais je crois que la société haïtienne doit s'engager et ne pas laisser simplement les leaders politiques s'occuper de commissions mixtes. Donc Abinader lui-même son leader qui vient avec moins acteurs ça casserole ça des dol il pas de support donc on pense que une ouverture beaucoup plus intéressante ça qu'on dit pas quitter simplement au niveau politique mais tous les acteurs doivent s'impliquer parce que bon lieu d'espoir et que Abinader lui-même besoin paraître faire image sur Tibel tout donc comment travailler avec les Dominicains et surtout que l'Union européenne et les États-Unis il y a chaud des bagages frontières là. Donc, il y a une situation qu'on est capable de développer, même au niveau de la presse. Et je vous dis, à toute facilité technologique, il faut que nous gardions comment de deux côtés de l'île, la plus bon pour la prospérité de cette île, que si Haïti était dans l'état ça, nous tenons 3 agents dominicains dit pour nous fâcher les dit ça, mais son quoi que nous présentons pour nous. Alors que, dans un pays la caillou, la construction, l'agriculture, Dominicains battent l'estomac, depuis 4 mois, il n'y a pas de problème manger, il y a une sécurité alimentaire, il peut assurer les 4 mois, même un haïtien très important dans la main-d'œuvre là, mais son main-d'œuvre de bon marché que lui. Une brève rencontre a eu lieu dimanche 16 août à Santo Domingo entre le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le chef d'État haïtien Jovenel Moïse. Au cours de ce bref entretien, le chef de la diplomatie américaine a réitéré l'appui de son pays à l'organisation des prochaines élections législatives. Il a qualifié de bonne sa réunion avec le président haïtien en marge de la cérémonie d'investiture du nouveau président dominicain Luis Abinader. M. Pompeo a également plaidé en faveur de la formation d'un conseil électoral inclusif, le renforcement de l'état de droit et le soutien aux droits humains en Haïti.
M. Pompeo confirme les positions maintes fois exprimées par les officiels de la diplomatie américaine sur la crise haïtienne. Il s'agit d'un support important au gouvernement face à l'opposition qui entend boycotter le processus électoral et relancer la mobilisation pour forcer au départ le président Jovenel Moïse. La semaine écoulée, le chancelier haïtien avait obtenu le support du département d'État sur la tenue des prochaines élections législatives. La police nationale a reçu au cours de cette semaine un don d'équipement du Bureau des Affaires internationales de stupéfiants et de l'application de la loi au département d'État des États-Unis, INL. Il s'agit notamment des équipements de protection pour les policiers qui assurent l'ordre public et la sécurité des citoyens au sein du corps d'intervention pour le maintien de l'ordre, CIMO. Du matériel de communication pour le Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants, BLTS, et des fournitures pour aider l'administration pénitentiaire, DAP, à atténuer la propagation du Covid-19 dans les prisons d'Haïti. À cette occasion, M. David Mosby, directeur de l'INL, et le chef de la police, Ramon Ormil, ont discuté des priorités stratégiques de la police nationale d'Haïti, telles la lutte contre la violence des gangs et le kidnapping, le renforcement de l'état de droit et la protection des droits humains, ainsi que les plans de soutien à la prochaine promotion de la PNH. De plus, ils ont discuté du support des États-Unis à la police communautaire, au Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants et à la police frontalière Polyfront. Ils sont convenus de renforcer la capacité du bureau de l'inspection générale de la PNH pour s'assurer que les agents de police respectent les normes les plus élevées et que la direction centrale de l'administration garantisse une bonne gestion des ressources de la PNH. Le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, en visite en Haïti, a eu une réunion de travail au Palais national. Cette rencontre a permis de passer en revue les points forts qui figureront dans les prochains jours dans l'agenda de coopération avec la Turquie. À l'issue de la rencontre, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont paraphé plusieurs accords et tenu un point de presse conjoint. Un acte qui donne de la vitalité à cette coopération. Nous avons également discuté de l'institutionnalisation des relations entre nos deux pays, des possibilités de coopération scientifique, de coopération agricole et de coopération dans le domaine de la santé. Nous avons fait aussi de grands pas dans la coopération au niveau énergétique. Une question, comme vous savez très bien, très chère au président de la République qui en donnera les détails au moment opportun. Nous savons que la Turquie est l'un des pays très développés du monde. C'est aussi un pays très généreux. Le ministre turc, mon ami Mevlut, a promis d'aider Haïti à recevoir des investissements d'entrepreneurs turcs en vue de réduire le chômage dans le pays. Il a aussi promis d'aider dans le secteur de la construction et de la cimenterie. Nos deux présidents se sont parlé il y a environ 5 semaines. Et au cours de cette conversation téléphonique, ils se sont rappelés l'un à l'autre les buts importants qu'ils ont fixés pour une collaboration bilatérale et nous allons travailler à leur côté pour que cette collaboration se matérialise. Nous espérons pouvoir plus amplement étendre nos relations dans tous les domaines possibles, en particulier dans celui du secteur économique. Je vous ai parlé de coopération économique, mais quand nous parlons d'économie, cela sous-tend d'autres secteurs qui ont été déjà énumérés puisqu'on parle de l'énergie, de la construction, de l'agriculture et bien d'autres.
Nous espérons pouvoir étendre ces relations et Monsieur Joseph, le ministre Joseph et moi-même avons convenu d'intensifier nos échanges à tous les niveaux. Nous avons convenu également de formaliser cette entente avec la signature de protocole, comme vous avez été témoin aujourd'hui. Nous avons étendu au président de la République turque l'invitation à venir en Haïti, de même que nous avons invité le président Moïse à venir nous visiter et nous espérons aussi qu'il sera accompagné de notre ami, le ministre Joseph. Nous sommes donc très heureux d'avoir pu signer avec notre homologue aujourd'hui 7 accords de coopération extrêmement importants, dont un accord de coopération économique avec la mise en place d'une commission économique conjointe entre nos deux pays. Parmi les accords de coopération que nous avons signés aujourd'hui, il y a plus particulièrement celui qui concerne la gestion des catastrophes naturelles, qui est extrêmement important, considérant la grande expérience que la Turquie a dans ce domaine. Nous avons également signé un protocole de coopération culturelle qui va nous permettre d'améliorer les contacts et d'augmenter les contacts entre nos deux populations. Mais nous avons aussi signé un document concernant les mécanismes de consultation politique qui vont nous permettre de renforcer les liens entre nos deux pays, mais aussi un accord sur les académies diplomatiques qui vont permettre aussi de renforcer les liens diplomatiques entre nos deux pays, mais aussi qui va nous permettre d'accueillir à notre ministère des Affaires étrangères des jeunes cadres haïtiens qui viendront en formation chez nous. Une enquête sera incessamment réalisée en vue de déterminer la séroprévalence de l'infection au coronavirus en Haïti, notamment chez les catégories socio-professionnelles ayant été les plus exposées au Covid-19. Le docteur William Pape, coprésident de la commission multisectorielle de gestion de la pandémie, en a fait l'annonce ce lundi lors d'une conférence de presse organisée au Centre d'information permanente sur le coronavirus. Cette enquête permettra de déterminer, selon lui, le pourcentage de gens ayant été en contact avec le virus afin de savoir si le risque d'une deuxième vague est important. L'enquête, ça, c'est pour nous connaître qui pourcentage de monde qui était exposé à virus là. Ça veut dire que en épidémiologie, si vous voyez que plus que 50% de la population est exposée, nous sommes presque sûrs que nous n'avons pas de deuxième vague. Et c'est très important pour nous, parce que nous n'avons pas fait des mesures de restriction encore avec la population qui était entraînée tout le problème que nous connaissons. Donc ça, c'est vraiment essentiel que nous fassions. Donc, maintenant, à partir de qui ça a fait? Nous devons recevoir en don de la France à peu près 40 000 tests sérologiques. Qui ça test ça fait? C'est de mesurer anticorps. Anticorps là, il n'est pas présent dans le fait que fait maladie. Si on va pas présent, peut-être fin deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, c'est là ça apparaît. Et il y a des gens qui ne pas gagner du tout. Mais test ça, comme nous connaissons, le fait que paraît, toute compagnie produit. Et test ça pour valider. Donc ça veut dire que c'est dans le laboratoire national avec dans le laboratoire GISCO pour nous valider. Pour nous valider, il faut nous gagner un test ELISA que nous commandons, qui paye déjà, mais qui peut arriver. Donc, le problème c'est si les tests ne sont pas bons. Parce que ça, il faut penser à ça tout. Le ça n'a pas l'obligé, bon, l'autre intervention pour nous faire. Et une dans test, ça nous gagne plus là-dedans. Et date d'expiration, c'est octobre. Donc, ça veut dire qu'il faut nous finir là. Maintenant, sous qui population? Nous avons fait sur le personnel qui est plus censé être exposé à la maladie. Donc, ça veut dire personnel de la santé, pour les écoles, pour les professeurs, parce que, et Jean-Docteur Adrien dit là, souvent un professeur qui a un diabète ou une maladie cardiaque, et puis qu'on y a là, ou joignent que le professeur dans l'école est exposé ou bien pas exposé. On connaît qui mesure pour prendre. Donc, c'est un peu dans ce sens. Alors, en dehors de ça, bon, l'autre enquête que le ministère a fait avec CDC,
ça sur l'autre enquête lui-même qui séparée de ça, capable d'inclure à peu près 8000 personnes à travers le pays. Vers une nouvelle Haïti, les vaudouisants ont reconstitué jeudi la cérémonie du bois caïman. À l'initiative du royaume du vaudou haïtien, une cérémonie vaudou qui se voulait comme une réplique de celle organisée par les esclaves de Saint-Domingue il y a 229 ans s'est tenue à Morne-Rouge. Ce faisant, les vaudouisants entendaient inciter les Haïtiens à s'inspirer de l'unité qui a caractérisé les précurseurs de la nation pour sortir le pays de l'impasse. Suivez ce reportage d'Éloge Millefort. Venus des quatre coins du pays, ils étaient plusieurs centaines de vaudouisants à se réunir jeudi soir sur le site de Bois Caïman. « 229 ans après que les esclaves de Saint-Domingue aient réalisé cette cérémonie mystique dans la nuit du 13 au 14 août 1791 qui, par la suite, avait donné lieu à un soulèvement général, le royaume du vaudou haïtien, à l'initiative du roi Augustin Saint-Cloud, a remis le couvert. Présence moi je dis là, c'est pas moi qui mène tête moi là, c'est ancêtre, c'est esprit, c'est tout héros qui mandate, qui mène ici pour comment nous faire. Pour nous retourner pour conscience, pour nous retourner l'amour, chercher l'amour déjà, vivre ensemble, fraternité, unification, respect une pour l'autre, partage, nous perdons, nous retourner venir chercher. Grâce, union, pardon, fraternité, tels étaient en effet les maîtres mots du roi du vaudou haïtien à l'occasion de ce qui se veut la deuxième cérémonie du bois caïman. Il s'agit cette fois de porter les Haïtiens à comprendre l'urgente nécessité de s'unir pour libérer Haïti du joug de la misère, de l'insécurité, de la précarité économique, bref, du marasme, a expliqué le numéro 1 du royaume du vaudou. C'est pour cérémonie qui gagne 100 la donne. Parce que et les ancêtres ont versé 100 déjà. Nous ne pouvons pas verser 100 encore. On a laissé pardon avec grâce et miséricorde pour nous demander pour Haïti. Pour que l'église, vaudou, politique, secteur privé, secteur opposition, jeunes garçons, jeunes femmes, quartier populaire, ghetto, tout le monde ensemble, tout empereur, impératrice qui nous a, pour nous faire un sel, pour nous faire une chaîne de solidarité, pour nous capable retirer le pays dans le problème, retirer le pays dans la misère. La nécessité que tous ensemble, filles et fils de la première République noire, s'activent à redonner au pays la splendeur de l'épopée glorieuse de 1804, trop longtemps minée par les luttes intestines avec pour principale source l'obsession du pouvoir politique, est incontournable. Le secteur vaudou y tient. Du roi Augustin Saint-Cloud à l'empereur Arnold Laguerre dit vague la vie, le message n'a pas changé. Tout le monde qui concerne notre pays, en région roi Saint-Cloud, pour nous capables de faire travail à la Corée. Donc c'est rêve moi, c'est ça que je voulais. Moi mes pays et me voulons l'autre pays Haïti. Parce que je dis jeunes garçons tout jeunes garçons qui étaient Haïti, de Chili de tous côtés. Mais je dis si nous mettons ensemble un paquet de bagages de café, premier peuple noir libre, indépendant. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui. Le royaume du vaudou haïtien ne jure que par la fraternité pour parvenir à une nouvelle naissance de la nation haïtienne. L'union, c'est pourtant ce qui manque à ce secteur. Il s'avère en effet que la plupart des organisations de vaudou travaillent dans la division. Le samedi 15 août ramenait le 350e anniversaire de la fondation de la ville du Cap haïtien, ci-devant Cap français. De nombreuses activités ont marqué toute la semaine précédant cette date. Notre collaborateur Jean-Jules Desaugustes était sur place au Cap. Il est ce soir avec nous sur le plateau de Métro News. Bonsoir Jean-Jules. Bonsoir Serge Clan, bonsoir à tous et à toutes. Un plaisir d'être là. Alors, bilan de ces nombreuses manifestations, comment ça s'est passé? On dirait au début mi-figue, mi-raisin, pour plusieurs raisons. Les autorités ont présenté un prétexte majeur ou bien un argument majeur, c'est la question du coronavirus. On sait que le pays a passé environ 4 mois avec cette
pandémie fermée, toutes les activités n'ont pas pu se réaliser. Il y a eu un programme, je dirais, immense, sortant de janvier jusqu'au 15 août où le jour J des 350 ans de la ville de Cap-Haïtien. Évidemment, on n'a pas pu réaliser ces premiers programmes. On a raté le carnaval régional à cause des manifestations politiques. Il y a eu le Fantôme 509 qui mettait le feu dans tous les podiums, que ce soit à Port-au-Prince, mais ça a été le cas aussi au Cap-Haïtien. Maintenant, il y a d'autres événements qui ont été prévus. Le coronavirus est venu à Touchambardi et nous l'avons dit. Maintenant, en ce qui a trait aux événements... Il était difficile d'ignorer le coronavirus. Absolument. C'est venu comme un cheveu sur la soupe. Oui. Maintenant, pour les événements des 13, 14 et 15 août notamment, ça n'a pas pu satisfaire l'attente des Capois. Et c'est pourquoi, au début, on a parlé d'un prétexte ou d'un argument majeur. Et le coronavirus était aussi autour de la table dans presque toutes les activités, tous les événements. Le lancement, ou bien le cocktail, le lancement a eu lieu le 13 août dans la soirée auquel Métropole a participé. Donc, par le biais de mon humble personne, on a suivi cet événement où les autorités ont pris la parole pour parler de la naissance et de la renaissance. Ce qu'on appelle naissance, c'est comme un enfant qui grandit chaque jour, mais chaque jour aussi est une forme de naissance, où l'on apprend à se reconnaître, à se découvrir. Et il en est de même pour une ville qui vit comme presque une personne physique, parce que c'est l'ensemble des institutions, mais aussi et surtout des personnes physiques qui constituent donc, une ville, une institution quelconque. Donc, la ville a eu l'opportunité d'écouter ses autorités parler, projeter et se projeter sur l'avenir, tout en faisant une rétrospection dans le passé pour voir ce que les héros ont fait, ce que les autres hommes qui ont vécu avant nous ont construit, ont bâti. Notamment, le roi Henri-Christophe a été au centre de ces réflexions, au centre de ces débats. D'ailleurs, c'est 350 ans de la ville de Cap-Haïtien, mais aussi et surtout les 200 ans de la mort du roi Henri-Christophe, bâtisseur de la citadelle Henri et du palais sans souci, héros de l'indépendance, et notamment qui avait une vision immense, une vision, je dirais, mondiale. Sa vision allait au-delà d'une simple ville, d'une simple commune, d'un simple département. D'ailleurs, la citadelle qu'il a construite reste et demeure aujourd'hui un patrimoine mondial. C'est adopté par l'UNESCO, sans oublier le parc national historique qui est constitué du palais sans souci, de la citadelle Henri et des sites des Ramiers, sans oublier le centre-ville de Cap-Haïtien, donc qui garde encore l'empreinte de l'homme dont nous parlons, qui est Henri-Christophe, comme nous l'avons dit, qui a été autour des réflexions. On voyait la vision de l'homme et si l'on imitait l'homme aujourd'hui, où en serait-on? Et tout cela était donc, autour des réflexions qu'ont tenues les Capois à l'occasion des célébrations des 350 ans de la ville. Nous avons parlé du cocktail de lancement. Après, il y a eu des conférences le mardi, je dirais, le 14, sans mettre de jour, où le ministère du Tourisme, qui était présent sur les lieux, parlait des potentialités de la région Nord de manière générale, donc, et post-Covid. On en parlait il y a cela quelques semaines sur Métropole, où le ministère de la Santé publique et de la Population, le ministère du Tourisme et l'Association touristique d'Haïti ont signé un protocole de réouverture de la destination Haïti ou du fonctionnement du secteur touristique. Donc, le protocole a été autour des réflexions contenues, que ce soit la présidente de l'Association touristique d'Haïti, Raïna Forbet, que ce soit la ministre du Tourisme, Mme Myriam Jean, que ce soit des membres du secteur touristique du Nord, des hôteliers et des opérateurs touristiques tout simplement, qui parlaient d'une vision globale pour l'après-Covid, parce que le coronavirus est là, il faudra vivre avec ou si ça ne s'en va pas. Mais il faut coexister, il faut cohabiter, mais il faut toujours des précautions parce que c'est là, la pandémie peut encore faire des rages, des ravages si l'on n'en tient pas compte, évidemment. Et puis le 15, il y a eu le Tédéum traditionnel, la grande messe officielle, où les autorités départementales ont participé à cette grande messe, à ce Tédéum. Évidemment, le président de la République n'a pas été là. Pourquoi, on ne sait pas, mais les Capois ont vraiment attendu que le chef de l'État soit là, peut-être pour s'exprimer à cause de certaines promesses qui ne sont pas tenues. Par exemple, la promesse de l'électricité 24 heures sur 24
pour le Cap-Haïtien notamment, le président l'a dit, c'était à la mairie du Cap-Haïtien que la ville ne passerait pas ses 350 ans dans le noir. Évidemment, certains quartiers, certaines cités ont vu la lumière pendant quelques heures, mais ce n'était pas ça, évidemment, l'espérance des Capois. On espérait voir la lumière au sein de la ville vraiment. Donc, et comme Christophe pourrait le faire en faisant une promesse, peut-être, il la tiendrait. C'est comme ça, si l'on veut suivre ou marcher dans les pas du roi. Donc, la ville n'a pas totalement été électrifiée. Quelques quartiers, quelques cités, nous l'avons dit, donc, ont pu bénéficier de la clarté de la lumière, donc de l'EDH notamment. Donc ça aussi, c'est un grand vide qu'a connu le Cap en cette période, ou bien en ce moment où la ville fêtait ses 350 ans. Donc à côté de l'électricité, il y a eu cette question d'assainissement. Les autorités municipales qui disent n'avoir pas de moyens pour répondre aux exigences, je dirais, en termes d'assainissement, de nettoyage de la ville. Donc ces autorités-là s'en plaignent malgré tout. À côté de ça, de cette question de nettoyage et d'assainissement, il y a eu aussi le côté ambiance, côté festif, en termes d'activité vraiment majeure. Les Capois s'en plaignent aussi parce qu'on s'attendait à une fête immense, avec un spectacle majeur, peut-être des artistes, pas totalement internationaux uniquement, mais des artistes de grands talents qui viendraient donner une hauteur à cette fête, ou bien qui viendraient donner des spectacles à la hauteur des 350 ans de la ville de Cap-Haïtien. Ça n'a pas eu lieu. Donc c'est vrai, il y a eu un podium quelconque érigé auprès ou bien à l'orée de la cathédrale du Cap-Haïtien, où des groupes locaux ont donné des performances avec des DJ, etc. Une ambiance, vous comprenez, comme une ambiance de chaque jour. C'est pas ce à quoi on s'attendrait, évidemment. Les Capois en ont parlé et les satisfactions, quelque part, est évidente. Et les Capois, ils s'en plaignent, nous l'avons dit, mais on attend quand même les 200 ans, ou bien le mois d'octobre, où l'on devrait procéder aux différentes festivités devant marquer les 200 ans de la mort du roi Christophe, pour voir si ce qui s'est passé pour les 300 ans de la ville de Cap-Haïtien, 350 ans de la ville de Cap-Haïtien sera la même histoire, va être de même pour les 200 ans de la mort du roi Christophe. Bien, ben voilà un compte-rendu un petit peu sombre. On s'attendait à quelque chose de spectaculaire et coronavirus plus situation générale dans le pays ont fait que cela a été un petit peu terne, si je... Oui, sombre, vous l'avez bien dit. Tout à fait en deçà de ce que les Capois pouvaient espérer. Au point de vue visiteur, est-ce qu'il y a eu beaucoup de visiteurs venus d'autres villes du pays pour aller là-bas? Y a-t-il eu des étrangers qui ont profité de la réouverture de l'aéroport pour venir, des gens de la diaspora, des Capois de la diaspora? Est-ce que vous avez pu... Certainement, il y en a eu. Le tourisme local, c'est presque évident pour une zone, une ville comme Cap-Haïtien. D'ailleurs, ça s'annonçait en grande pompe, les 350 ans de Cap-Haïtien, la célébration des 350 ans de Cap-Haïtien. Certainement, il y a eu, je dirais, des touristes locaux, des gens qui venaient des autres départements du pays pour visiter, pour vivre, pour, je dirais, fêter avec les Capois. Mais il n'y a pas eu d'activité spéciale au niveau de l'aéroport. On n'a pas constaté un nombre supérieur de vols en provenance des États-Unis en particulier? C'est traditionnel que la diaspora, je dirais, du Nord, ou bien les gens du Nord qui vivent à l'étranger, rentrent chaque année pour venir fêter. Surtout, il y a les deux plus grands orchestres du pays qui fêtent, je dirais, leur anniversaire quelques semaines l'un après l'autre. Je parle de l'orchestre septentrional qui vient de fêter ses 72 ans. Et je parle aussi de l'orchestre Tropicana d'Haïti qui vient de fêter ses 57 ans. Donc les deux plus grands orchestres d'Haïti ont des fans un peu partout à travers le monde, notamment la diaspora haïtienne. Donc ça approche à Septembre et à Tropicana. Chaque année, des membres des familles sortent de l'étranger pour venir fêter. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Oui. Mais aussi Tropicana d'ailleurs qui a donné un grand spectacle le samedi. Absolument. Qui s'est passé où exactement? En fait, c'était live. On n'a pas donné le lieu où ça s'est déroulé. Quand j'ai dit live, c'était sur les réseaux sociaux, évidemment. Le décor était immense avec, je dirais, une
authenticité héroïque ou bien comme des héros de l'indépendance. Les musiciens de l'orchestre Tropicana d'Haïti s'habillaient de cette manière. C'est comme pour marquer l'événement. Parce que d'ailleurs, dans le flyer qu'on a distribué sur les réseaux sociaux, on en parlait, c'est à l'occasion des 350 ans de la ville de Cap-Haïtien, mais des 200 ans de la mort du roi Christophe, que l'orchestre Tropicana d'Haïti aurait à donner ce concert devant marquer son 57e anniversaire aussi, qui est un orchestre du Cap, il faut le souligner. Jean-Jules, vous ne m'avez pas répondu. Oui, c'est passé sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a vu, et moi le premier. Mais concrètement, où est-ce que ce bal a eu lieu au Cap? Non, je n'ai pas le site du déroulement de l'événement, mais c'était sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, moi-même personnellement, peut-être ce que je n'ai pas comme information précise, mais vous savez, quand ça s'organise sur les réseaux sociaux, quand c'est live, ça peut se tenir n'importe où, ça peut se dérouler n'importe où. Je n'ai pas le lieu pour être précis, mais ce qui est certain, c'était à l'occasion des 350 ans de la ville de Cap-Haïtien, mais des 200 ans de la mort du roi Christophe. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est une tradition que l'orchestre Tropicana d'Haïti donne son concert tous les 14 août, donc un jour, quelques heures avant le 15 août d'ailleurs, avant la célébration de la fête de Cap-Haïtien. C'est une tradition, c'est pas que l'orchestre Tropicana d'Haïti a été choisi pour l'heure ou pour le jour. C'est une tradition, je dirais, de l'orchestre Tropicana d'Haïti, ou une tradition capoise. C'est comme pour 26-27 juillet pour l'orchestre septentrional, donc tous les 14 août. Donc l'orchestre Tropicana d'Haïti donne sa prestation en l'honneur de son anniversaire, donc pour faire plaisir aux Capois, comme un jour choisi pour faire vivre l'ambiance de l'orchestre. Très bien, très bien. Bon, alors si j'ai bien compris, les Capois sont un petit peu déçus de la commémoration du 350e anniversaire et ils attendent avec impatience de prendre leur revanche pour les 200 ans de la mort du roi Christophe. Oui, ils attendent beaucoup plus de responsabilité de la part des concernés, des gens qui sont là, que ce soit les amis de la commission des 350 ans que je connais, je le dis de manière personnelle quelque part, que ce soit du cartel intérimaire. Évidemment, et comme nous l'avons dit, la question du corona a été une pierre d'achoppement pour question de budget. Les membres du secteur privé qui, selon des membres de la commission, n'ont pas répondu donc, à l'appel quand il fallait faire des propositions de spectacle, demander de l'accompagnement du sponsor. Ces gens-là ont dit, peut-être à raison, il y a eu le corona, on n'a rien vendu, tout est en berne, le drapeau de l'économie de l'institution est en berne, et ce que l'on a dû comprendre aussi. Mais il y a eu quand même l'État haïtien qui a fait un très beau geste, qui, si on le gérait de manière stratégique, ou si ça venait quand il fallait l'avoir, ça pourrait être beaucoup plus utile donc, dans le cadre des événements, des festivités, donc devant marquer les 350 ans de la ville de Cap-Haïtien. Et comme nous l'avons dit, donc, au mois d'octobre, il faudra aussi commémorer grandiosement les 200 ans de la mort du roi Henri-Christophe Serge Clan. Merci Jean-Jules Desaugustes, donc, qui est notre collaborateur, qui se trouvait sur place au Cap pendant les quelques jours qui ont précédé le 15 août, qui marque la fête proprement dite de la fondation du Cap haïtien. Merci Jean-Jules et bonne fin de journée. Merci beaucoup Serge Clan et merci à tous et à toutes. À bientôt. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.